Bonjour, donc nous sommes Nancy Hermelin et Darius Lebeau, étudiants en LDD3PC Frédéric Joliot-Curie à l'Université Paris-Saclay. Nous allons parler avec David Auvergnat, qui est donc directeur de recherche au CNRS, donc à l'ICP, donc l'Institut de chimie physique d'Orsay, qui est sur son article dont le titre est H2, HD and D2 in the small cage of structure 2 clathrate hydrate, vibrational frequency shifts from fully coupled quantum 6-dimensional calculation of the vibration, translation, rotation, eigenstates, qui donc a été publié en 2019 donc, dans The Journal of Chemical Physics. Donc bonjour Monsieur Werner, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc est-ce qu'il est possible donc, de nous présenter votre parcours et aussi votre métier de chercheur à l'ICP? Alors, d'abord bonjour et merci pour l'invitation pour cette interview. Ça fait plaisir, surtout comme je vous ai vu en TD. Mon parcours, alors moi j'ai un parcours où le début est un peu atypique, parce que je viens d'un bac technique de chimie. Et j'ai fait, après mon bac, une classe préparatoire pour intégrer le SPCI. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. Donc j'étais très sur la chimie et petit à petit je me suis orienté de plus en plus vers la chimie physique, la chimie théorique, dans un premier temps en structure électronique. Donc j'ai fait une thèse plutôt en structure électronique, donc description de la réactivité de molécules avec différentes méthodes. Et après ma thèse, qui c'était en 1996, j'ai fait un postdoc à Londres, plutôt dans le domaine, on va dire, entre la structure électronique et la dynamique quantique. Donc c'était plus l'étude de collisions réactives, mais avec une description quantique des collisions. Donc ça c'était à Londres avec David Clary, donc j'étais là pendant 2 ans. Et après j'ai eu un poste au CNRS, dans le même labo où j'ai fait ma thèse. Ça avait été un petit peu le deal qui avait été fait, c'est-à-dire pour me former dans un autre domaine pour avoir le poste. À cette époque-là, donc j'ai eu le poste en 98, c'était beaucoup plus facile que maintenant pour avoir un poste au CNRS. Et notamment, j'ai pu rentrer dans le labo où j'ai fait ma thèse. Maintenant, en chimie physique, c'est impossible. Donc voilà, donc je suis rentré en 98. Et je suis là de plus en plus orienté vers les aspects dynamique quantique, bien que j'ai toujours gardé cette compétence en structure électronique. Avec beaucoup. Alors moi, ma recherche, ça tourne beaucoup autour de développement de méthodes pour résoudre l'équation de Schrödinger autour des noyaux. Avec, pour des raisons historiques, au labo, il y avait des collègues qui travaillaient beaucoup sur les coordonnées, sur les opérateurs énergétiques, donc vous connaissez certainement le Laplacien quand on est polaire ou quand on est sphérique, ce genre de truc, mais pour des coordonnées un peu plus complexes. Donc ça, c'était une grosse partie de ma recherche. Donc ça s'est un petit peu arrêté, et maintenant je développe plutôt des méthodes qui permettent de traiter des systèmes de grande taille. Alors grande taille pour nous, c'est 4, 5, peut-être une dizaine d'atomes, voilà. Parce qu'on traite, il y a les effets quantiques, et là je vais revenir un petit peu là-dessus, pourquoi c'est un peu limitant. Voilà, donc sinon la recherche dans un laboratoire universitaire ou couplé avec le CNRS, c'est des discussions avec des collègues, publications, faire des recherches, pour moi beaucoup de programmation. Donc c'est cet aspect-là que je développe beaucoup. Voilà. Puis des conférences, aller à l'étranger, voir des collègues. Donc là, je reviens d'une discussion avec une collègue de Rennes, par exemple. Encadrer des étudiants aussi, en thèse ou alors en postdoc, c'est plus des étudiants, mais voilà. Donc ça fait partie vraiment du métier de chercheur. Donc dans l'article que vous avez publié, vous vous intéressez au clathrate hydrate, et donc est-ce qu'il est possible que vous nous expliquiez un peu l'intérêt de ces matériaux, et également vous avez indiqué dans l'article des calculs sur la molécule d'hydrogène qui était H2 donc piégée
Les clatrate-hydrates ont été effectués donc, précédemment en 5D, et là dans cet article, c'est en 6D qu'ils ont été effectués. Alors quel est l'intérêt aussi de faire des calculs en 6D, et qu'est-ce que ça aussi veut dire 5D aussi, les calculs en 5D. Ok, alors, donc les clatrate-hydrates, en fait, c'est... on peut voir ça, enfin, moi je le vois comme un peu comme de la glace, avec... où il y a des molécules qui sont piégées à l'intérieur, mais dans une structure cristalline. Donc là, sur la figure que j'ai, je montre plusieurs structures possibles, donc des cages qui sont essentiellement constituées de pentagones d'eau, qui forment des cages. Donc la plus petite cage, il y a 12 pentagones comme ça qui forment une petite cage, et dedans il y a des molécules qui sont piégées. Alors c'est des molécules apolaires, donc type méthane, CO2, H2, mais ça c'est pas dans la nature, ou d'autres hydrocarbures. On peut mettre un peu ce qu'on veut. On peut pas mettre des molécules polaires par exemple. Alors ça existe sur Terre, dans les fonds marins. Alors dans des conditions de température et de pression bien particulières. Donc il y a des clatrates, ce qu'on appelle aussi des hydrates de méthane, dans les fonds marins. Sur Terre aussi, dans les toundras, tout ce qui est permafrost, il y a une partie de méthane essentiellement piégée dans des sols gelés avec de l'eau. On soupçonne que ça existe aussi dans les comètes et dans certains alors, planètes, je sais pas, mais satellites de grosses planètes type satellites de Jupiter ou de Saturne. Là, on soupçonne qu'il y a des clatrates. C'est une supposition, ça n'a jamais été observé parce qu'on ne sait pas vraiment les observer depuis la Terre ou même depuis un satellite. Alors, les utilisations, pour le moment, il y a très peu d'utilisation directe. Donc, comme il y a en fait, il y a une énorme réserve de méthane piégée dans les clatrates sur Terre. Le problème, c'est de le récupérer. Ça, il n'y a pas encore des techniques vraiment très très fiables. Les Japonais commencent, les Allemands aussi commencent à essayer de le récupérer. Ça pose des problèmes aussi, notamment sur l'extraction d'hydrocarbures. Ça n'a rien à voir avec l'extraction. C'est dans certains cas, quand on extrait des hydrocarbures, que ce soit le pétrole ou des gaz, il peut y avoir de l'eau. Il suffit qu'il y ait des conditions un petit peu particulières de pression, de température, on va former des clatrates qui vont boucher les canalisations. Donc ça, c'est un problème plus technique de canalisation. Ça peut avoir un impact écologique très important, notamment s'il y a le méthane qui est piégé dans les clatrates, notamment dans les toundras, se retrouve dans l'atmosphère. C'est un gaz à effet de serre qui est très important au niveau beaucoup plus puissant, enfin beaucoup plus fort que par exemple que le CO2. Voilà, donc ça peut être un problème. Alors c'est très controversé, est-ce que ça peut avoir un effet ou pas, ça c'est difficile à dire. Ça a été aussi envisagé pour stocker des gaz dans des conditions beaucoup plus douces. Par exemple, si on veut stocker du méthane ou un hydrocarbure, il faudra le liquéfier et donc travailler à des températures très basses, des pressions élevées. Dans les clatrates, les conditions sont beaucoup plus douces. Pression plus faible, température plus faible. Par contre, à un poids égal, on met de l'eau aussi, donc on stocke moins d'hydrocarbures, gazeux, dans des clatrates que dans une bouteille liquide, de gaz liquide. Ça a été donc envisagé aussi pour stocker H2, un peu pour les mêmes raisons, et aussi parce que H2 c'est très difficile à stocker en bouteille. Ça passe à travers tout, et là ça tient. Voilà. Mais les conditions thermodynamiques pour former les clatrates de H2 sont pas très favorables. En fait. Voilà, donc ça c'est sur la première partie. Sinon il y a un truc assez classique d'hydrate de méthane. On a une boule de neige en fait qu'on peut enflammer. Parce que en chauffant, ça libère le méthane qui peut brûler. Voilà, donc depuis que les gens s'intéressent à ça, il y a énormément d'études, que ce soit expérimentales ou théoriques là-dessus, que ce soit
thermodynamique, de stockage de tel ou tel gaz en telle quantité dans les clatrates, spectroscopique, c'est-à-dire quels vont être les niveaux rotationnels, vibrationnels ou même translationnels de la molécule piégée dans ces clatrates. Donc ça, c'est plutôt ça que je regarde. Donc il y a énormément d'études là-dessus. Alors, au niveau de la question sur le... Alors là, sur cette diapo, je présente simplement les deux figures avec des spectres de neutrons qui permettent de mesurer les niveaux de translation et de rotation des molécules piégées dans les clatrates. Alors que la précision n'est pas énorme, c'est pas forcément un problème, mais par rapport à la spectroscopie rotationnelle, la précision est beaucoup plus faible. Et après, on peut mesurer aussi vraiment la vibration, alors, notamment pour H2, là c'est fait avec du Raman, mais avec d'autres molécules qui vont être en infrarouge relativement facile à observer. On peut en faire autre chose que du Raman. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est regardé. Donc par exemple, moi ce que j'ai regardé c'est H2 piégé dans un clatrate, et donc il va y avoir des niveaux de translation qui sont bas en énergie, donc de l'ordre d'une centaine de centimètres moins 1. Les trois directions sont pas équivalentes, donc on va avoir quelque chose de non dégénéré. Donc on va avoir trois valeurs de niveau translationnel différents pour les transitions fondamentales. Et pareil pour la rotation. Donc, rotation de H2, les premiers niveaux sont dégénérés, il y en a 3 qui sont dégénérés. Ici, on a toujours 3 niveaux, mais ils ne sont pas dégénérés. Et après, si on augmente encore, donc pour aller vers le H2, donc par A, on va avoir 5 niveaux non dégénérés. Donc ça, c'est lié au fait que la cage elle n'est pas sphérique. Alors ça, c'est quand on parle de 5D, c'est vraiment ça, c'est associé à ces niveaux-là, donc translation, rotation. Et après, il y a les niveaux de vibration qui sont mesurés, et donc là, ça permet de visualiser un petit peu l'interaction, si elle est forte ou faible avec la cage, donc les molécules d'eau. Et donc ce qu'on a souvent, on note ça comme un shift, un déplacement vibrationnel, donc vibrationnel shift, qui est de l'ordre d'une trentaine de centimètres. Donc c'est des valeurs qui sont faibles, mais qu'on arrive à reproduire. Et donc quand on va jusqu'à la vibration, là on parle de calcul 6D, puisqu'il y a 6 degrés de liberté. 3 translations, 2 rotations et une vibration. Donc c'est H2, il a 3 coordonnées, enfin chaque atome d'hydrogène a 3 coordonnées, donc il y a 6 coordonnées, donc ça fait 6 degrés de liberté. Voilà pour cet aspect-là. Aussi, pourquoi on fait des distinctions entre 5D et 6D? Expérimentalement, c'est mesuré différemment. Les niveaux de translation, rotation, c'est par des neutrons, donc petite expérience, et là, en l'occurrence, pour la vibration, c'est du Raman. Donc c'est des techniques différentes. Et après, il y a des problèmes plus techniques, numériques, qui fait que la vibration était quand même plus compliquée à obtenir, et ça, je vais en discuter par la suite. Donc, en effet, nous avons abordé donc, les techniques de calcul que vous avez pu donc, réaliser dans cet article, et donc dans l'hamiltonien qui est donc donné dans l'équation 2 de l'article et aussi donc, qui est affiché. Donc on reconnaît bien donc, les termes d'énergie cinétique, mais donc, le potentiel d'interaction entre la molécule de H2 et la cage en fait, n'est pas expliqué. Alors on va, si c'est possible, de donner une raison sur le fait qu'il n'a pas été affiché. Et d'autre part aussi, est-ce qu'il est possible d'expliquer brièvement aussi pour un public non initié les techniques de calcul que vous avez pu utiliser dans l'article? D'accord. Alors, pour la partie hamiltonienne, donc la partie énergie cinétique, donc là, elle est affichée parce qu'elle est relativement simple. En fait, c'est tout simplement l'énergie cinétique d'une molécule de H2, enfin d'une diatomique, qui est relativement simple. Et généralement on rajoute la translation, parce que généralement la translation est rarement mise. Le potentiel est plus compliqué, alors je vais essayer d'expliquer pourquoi.
Alors dans l'article, on décrit le potentiel mais sans donner les équations, et en fait parce que c'est impossible de donner les équations. Je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc formellement, ici, le potentiel, il dépend de 6 degrés de liberté qui sont couplés, donc les 3 translations, les deux angles de rotation, donc sphérique, et la distance HH. Et normalement, si on voulait faire les choses complètement quantiques, il faudrait faire un calcul, par exemple dans le cadre de l'approximation de Born-Oppenheimer, de structure électronique. Et donc ça dépend des électrons, de tous les électrons du système. Donc des électrons de H2 et les électrons de toutes les molécules d'eau. Donc dans nos clatrates, là on va dire, la première couche, il y a 20 molécules d'eau. Et donc ça veut dire un nombre d'électrons vraiment important. Et si on veut avoir un potentiel relativement précis, c'est pratiquement impossible de l'obtenir de façon simple. Donc, pour simplifier, on va utiliser le fait que l'objet d'étude, c'est en fait l'interaction de petites molécules, donc H2 et des molécules d'eau, qui sont en interaction relativement faible. H2, H2O, c'est plutôt du van der Waals, H2O, H2O, il y a des lésions hydrogènes, mais ce n'est pas des interactions covalentes. Donc on va utiliser ce fait pour décomposer le potentiel en une somme de contributions à ce qu'on appelle un N-corps. Et en fait, ce qu'on appelle un corps, c'est en fait une molécule, ou ça pourrait être un atome si on avait des atomes piégés, par exemple, dans ce clatrate. Et donc, par exemple, si on prend un exemple, je vais prendre un système composé de 4 corps, donc 4 molécules, et qui vont être décrites par des coordonnées que je vais appeler X1, X2, X3, X4. Donc, il va y avoir plusieurs termes, des termes à un corps, qui vont correspondre au potentiel de chacune des molécules isolées. Donc, par exemple, pour H2, c'est simplement le potentiel de la molécule de H2, donc en fonction qui va dépendre de la distance HH. Et pour la molécule d'eau, ça sera des deux distances OH et de l'angle de pliage. Et la contribution totale dans le cas de notre agrégat constitué de 4 molécules, ça sera une somme de 4 contributions à un corps. Et ça correspond à avoir les molécules complètement isolées les unes des autres, ce qui est une approximation. On peut rajouter les termes à 2 corps qui vont décrire les interactions entre toutes les molécules entre elles. Et donc, dans ces interactions, on va supprimer, ne pas compter les interactions à un corps. Et donc, au potentiel total, on va rajouter aux contributions à un corps toutes les couples de potentiel à 2 corps. Donc dans le cadre de ce qu'on fait nous dans les clatrates, il va y avoir des interactions entre la molécule de H2 et les molécules d'eau, et aussi normalement des molécules d'eau entre elles. On peut aller au-delà des termes à 2 corps, c'est rarement fait, donc là on ne l'a pas fait, en rajoutant par exemple des termes à 3 corps. Et là, dans ce cas-là, il faudra faire toutes les combinaisons possibles des termes à 3 corps, il y en a de plus en plus, et on enlève aussi les contributions à 2 corps et à 1 corps qui sont présentes. Dans ce qui nous intéresse, donc les clatrates, comme on a une cage qui est rigide, les molécules d'eau ne bougent pas, donc toutes les contributions qui font intervenir uniquement des molécules d'eau, donc les termes à 1 corps sur la molécule d'eau, les termes à 2 corps entre 2 molécules d'eau, vont donner des contributions constantes. Donc on peut les négliger complètement, et ça revient à simplement changer la référence d'énergie. En fait, dans le potentiel qu'on a utilisé, on ne connaît même pas les contributions à 1 corps et 2 corps sur les molécules d'eau. On n'en a pas besoin, tout simplement.
Donc, l'avantage de cette approche, c'est que, on peut calculer les termes séparément. Quand on cherche à déterminer les expressions de ces potentiels, donc on va pouvoir faire un calcul sur H2, un calcul, enfin la molécule de H2, un calcul sur la molécule de H2O, et obtenir ce potentiel sera identique pour toutes les molécules d'eau, les expressions seront identiques, les valeurs des potentiels, puisque les molécules d'eau sont dans des environnements différents, seront différentes, et par contre l'expression du potentiel sera la même. Généralement, ces potentiels, que ce soit à un corps ou à deux corps, sont exprimés en termes de coordonnées internes. Je l'ai déjà dit, pour H2, c'est simplement la distance HH, H2O, les deux distances et l'angle. Et pour les termes à deux corps, par exemple H2, H2O, il y aura la distance entre le centre de masse de H2 et le centre de masse de l'eau, et 4 angles, qui vont décrire les orientations relatives de H2 par rapport à H2O. Et si on compte le nombre de coordonnées, donc on a H2, H2O, on va avoir 15 degrés de liberté, 5 atomes x 3, 15. Il va y avoir, en termes pour les vibrations, 1 pour H2, 3 pour H2O, ça fait 4. L'interaction H2, H2O, il y a 5 degrés de liberté, une distance et 4 angles. Donc ça fait, normalement ça doit faire 9. Et après, il manque la translation d'ensemble du système H2, H2O, donc 3 degrés de liberté, et 3 autres pour la rotation d'ensemble qui sont décrits par 3 angles. Donc au total, ça fait bien 15. Alors, un autre avantage aussi de cette approche, c'est qu'on peut faire des calculs à des niveaux différents pour chacune des contributions, que ce soit contribution à un corps, contribution à deux corps. Donc par exemple, pour le système qu'on avait regardé, le potentiel de H2, qui ressemble à un Morse, mais avec des expressions plus compliquées, il a été déterminé en 1988. Et l'interaction H2, H2O, c'est quelque chose qui a été obtenu en 2008, avec des niveaux de calcul différents. Ils sont compatibles. La deuxième partie de la question, c'était d'écrire les techniques qu'on a utilisées pour résoudre ce système-là. Alors, la partie potentielle que je viens de décrire, nous, on n'a absolument pas été impliqués dans la détermination de ces potentiels. On a utilisé ce qui a été publié dans la littérature. Par contre, ce qu'on a fait, c'est vraiment calculer les niveaux de translation, rotation et vibration de H2 dans la cage. Donc, pour ça, on a un N atome, il va avoir 3n degrés de liberté, et ce qu'on veut, c'est tout simplement résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Donc, trouver les états propres et les valeurs propres, enfin les énergies propres du système. Donc, résoudre H psi égale psi. Avec l'hamiltonien étant la somme de la contribution cinétique qui est dans la publication et du potentiel que je vous ai décrit. Alors, le problème qu'il y a ici, par rapport à ce qu'on voit dans des cours de mécanique quantique, c'est que H, et surtout en fait l'expression du potentiel, est trop compliquée pour avoir des solutions analytiques. Donc, ce qu'on peut faire analytiquement, c'est l'oscillateur harmonique, la particule dans une boîte, des choses comme ça. Là, c'est tellement compliqué, le potentiel est tellement compliqué qu'on ne présente pas les expressions. Et bon, mais on cherche à résoudre numériquement de trouver les fonctions propres de l'Hamilton. Donc tout ça sert numériquement. Donc la première chose, et ça je vais y revenir, on va faire un développement sur une base qui va être de taille finie de la fonction d'onde de l'hamiltonien. On va utiliser des intégrations numériques donc pour calculer par exemple des éléments de matrice. Et pour diagonaliser, on va aussi utiliser des procédures numériques. Donc on fait quasiment rien à la main. Donc je vais juste revenir sur les problèmes de la représentation de la fonction d'onde. Donc ce que je vous ai dit, c'est que elle est développée sur une base
Alors typiquement les bases qu'on va utiliser, notamment celles qu'on a utilisées ici, l'oscillateur harmonique et les bases d'harmonique sphérique. Donc en une dimension, la fonction d'onde sera décrite comme une somme des contributions sur chacune des fonctions de base. Donc si on prend l'oscillateur harmonique, si on met 10 fonctions de base d'oscillateur harmonique, il y aura une somme pondérée avec un coefficient de ces fonctions de base. Et quand on cherche à résoudre l'équation de Schrödinger, maintenant ça revient à déterminer la valeur de ces coefficients. Et aussi l'énergie associée. Et ce qu'on va faire, pour ça, on va représenter l'hamiltonien dans cette base. Donc on va calculer des éléments de matrice entre les différentes fonctions de base. Alors, on peut utiliser la notation bracket, mais aussi une notation, tout simplement, c'est une intégrale. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, ces intégrales sont faites numériquement. Donc en gros, numériquement, en termes d'intégrale, eh ben, on va avoir une grille. On va représenter ce qu'on va intégrer sur des points de grille et on va sommer type Simpson, même rectangle, ça marche. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et après, il suffit de diagonaliser la matrice par des procédures numériques que moi, j'ai jamais développé de procédure numérique de diagonalisation. C'est pas tout à fait vrai. Alors maintenant, donc là en une dimension, c'est relativement facile. Hein. Si on est en 2 dimensions, ça veut dire 2 coordonnées. Donc on va avoir généralement 2 bases, une base pour décrire une coordonnée, une base pour décrire l'autre coordonnée. Ça peut être les mêmes bases, mais il y a quand même besoin de 2 bases. Et au lieu d'avoir une simple somme, on va avoir une double somme sur ces différentes fonctions de base avec des indices différents. Et on va avoir des coefficients de la fonction d'onde qui vont avoir 2 indices associés à ces 2 fonctions de base. Et comme tout à l'heure, on cherchait à déterminer ces coefficients, là aussi on va chercher à déterminer ces coefficients avec 2 indices. Par contre, le nombre de fonctions de base à 2 dimensions, il va être plus important, puisque si on a, par exemple, 10 fonctions de base dans une dimension, 10 fonctions de base dans l'autre, le nombre de fonctions de base total, ça sera le produit des deux. Donc ça fera 100 fonctions de base. Et la taille de la matrice hamiltonienne, ça sera ce nombre total de fonctions de base au carré. Donc 100 fois 100, ce qui n'est pas énorme encore. Et si on a n dimensions, eh ben on va avoir une somme multiple, et les bases, ça sera un produit de ces fonctions de base à une dimension. Généralement, c'est comme ça qu'on procède. Et là, la difficulté, c'est que la taille de la base, eh ben, ça sera le produit des dimensions individuelles. Et la matrice, le carré de ça. Alors, je vais juste prendre un exemple en 6D, parce que notre problème, il a 6 dimensions. On prend 10 fonctions de base dans chacune des dimensions. Le nombre total de fonctions de base, c'est 10 puissance 6, 1 million. Et la matrice, 10 puissance 12. Alors si on regarde à quoi ça correspond en termes de mémoire, généralement on travaille en double précision. Pour la fonction d'onde, ça fait à peu près 8 mégaoctets, donc ça c'est facile, on sait stocker ça sans problème. La matrice, c'est 8 Tera. On ne sait pas stocker ça en mémoire. En disque, c'est déjà compliqué. Donc il faut trouver une autre façon pour utiliser ça. Alors, 1 million de fonctions de base, c'est relativement facile à gérer. Donc, dans la littérature, donc, il a été mentionné que justement, voilà, les calculs 6D étaient en fait beaucoup trop lourds, mais au final, dans ce qu'on peut lire dans cet article, il semble qu'ils sont faisables, donc est-ce qu'il est possible de développer ce point-là? Ouais. Alors, donc, comme je l'ai dit, si on est à 6 degrés de liberté, la taille de la matrice à diagonaliser, ça sera l'ordre du million. Et ça, on sait faire de plusieurs façons. On va pouvoir utiliser des méthodes itératives pour diagonaliser. Donc, les méthodes les plus connues, c'est Davidson-Langlous, c'est pas important. En fait, la technique, elle utilise
le fait qu'on sait calculer l'action de l'hamiltonien sur une fonction d'onde quelconque sans connaître la matrice hamiltonienne. Et ces techniques de légalisation utilisent en fait ces calculs d'action de l'hamiltonien sur une fonction d'onde quelconque. Et alors, par contre, ce qu'on n'a pas, quand on a ça, on n'a pas le spectre complet. Parce que si on voulait le spectre complet, il y aurait 1 million de valeurs propres, et surtout 1 million de vecteurs propres. Et les vecteurs propres, la taille des vecteurs propres, c'est la taille de la matrice. Et ça, on sait qu'on ne peut pas le faire. Donc on va avoir une portion restreinte du spectre. Généralement, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie basse du spectre. Et en gros, quelques centaines, plusieurs centaines, peut-être l'ordre du millier de fonctions propres et de valeurs propres. Alors, pour répondre un peu à la question maintenant, ces techniques, elles ne vont pas fonctionner pour le système qui nous intéresse. C'est lié en fait aux différences d'énergie des niveaux qui nous intéressent. Les niveaux de translation et de rotation, leurs valeurs sont de l'ordre d'une centaine de centimètres moins 1. La vibration, c'est 4000 centimètres moins 1. Ça veut dire qu'à 4000 centimètres moins 1, il faudrait, avec ces techniques-là, il faudrait converger tous les états jusqu'à 4000 centimètres moins 1. Et malheureusement, le nombre d'états est trop important pour utiliser ces techniques. Ça ne marche pas. Enfin, avec les techniques que je développe. Donc, l'autre technique qui peut être utilisée, c'est des méthodes de contraction de base, donc ça je ne vais pas trop en parler, ou de sélection des fonctions de base. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de dire qu'on va prendre toutes les fonctions de base, on va en prendre que certaines bien choisies. Alors le bien choisi, c'est pas forcément facile, mais on arrive à déterminer lesquelles vont être importantes dans nos fonctions d'onde. Si on en met trop, plus que nécessaire, c'est pas très grave. L'important, c'est de mettre toutes celles dont on a besoin. Et donc ça, on sait faire. Alors on peut imaginer faire une sélection en termes d'énergie, entre guillemets, des différentes fonctions de base. C'est un peu plus compliqué que ça, ce qu'on fait, mais c'est un peu l'idée. Et en faisant ça, on peut réduire considérablement la taille de la base. Et du coup, utiliser une méthode directe. Donc par exemple, dans la publication, on a réduit par sélection la taille de la base à autour de 8000 fonctions de base. Et 8000 fonctions de base, on sait construire la matrice hamiltonienne, on sait la stocker, et on sait la diagonaliser sans problème. Ça prend quelques minutes. La limite, c'est quelques dizaines de milliers. Ça dépend de la puissance informatique qu'on a. Moi, j'ai fait jusqu'à 50 000 fonctions de base. Ça prend un peu de temps, mais c'est faisable. Mais j'ai des collègues qui font 100 000 fonctions de base. Voilà. Alors maintenant, si notre limite, c'est plus que ça, là, il y a des problèmes. On sait faire, mais très très difficilement, quand on a des tailles de base vraiment très très grandes. On n'a pas encore des techniques adaptées à ça. Donc, on a affiché donc, le tableau, qui était tableau 3 donc, de l'article au montage. Et donc, est-ce qu'il est possible que vous commentez les résultats qui sont présents dans ce tableau? Et d'autre part, est-ce que les calculs numériques donc, en 6D et aussi en comparaison avec le 5D permettent d'apprécier le changement de fréquence du fait de l'encapsulation pour la vibration, la translation et aussi la rotation? Alors, le tableau 3, il y a deux parties sur les lignes. Une partie qui décrit la translation-rotation, donc plutôt le bas du spectre, et les dernières lignes associées plutôt à la vibration de H2 et au déplacement vibrationnel. En colonne, notamment, les trois dernières sont associées à le modèle qu'on va utiliser, c'est-à-dire combien de molécules d'eau de la cage rigide vont être considérées. Donc il y a la colonne la plus au milieu, c'est avec 20 molécules d'eau, donc la première couche,
Et un des objectifs de cette publication, c'est de voir si c'était important de tenir compte d'autres couches successives. Donc on est allé jusqu'à 3. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des effets qui sont importants quand on augmente le nombre de couches prises en compte, notamment pour la rotation d'ensemble. On a des écarts de l'ordre d'une dizaine de centimètres moins 1, ce qui est ce qui est faible mais conséquent compte tenu des valeurs de fréquence qui sont autour d'une centaine de centimètres moins 1. Pour la translation, ça bouge pas trop. Alors, l'accord avec les valeurs expérimentales sont pas exceptionnels, mais là c'est lié au modèle, c'est-à-dire on n'a pas un modèle parfait, c'est-à-dire bien que le potentiel ab initio soit de très bonne qualité, donc ça a été testé vraiment dans des situations H2, H2O, donc vraiment simplement une molécule d'eau, une molécule de H2. Là, il manque tout simplement des effets à 3 corps ou à n corps. Les molécules d'eau sont rigides, donc on n'est pas dans des conditions qui permettent de modéliser exactement ce qui se fait expérimentalement. Mais un des objectifs vraiment, c'était vraiment de cette publication, la partie déplacement vibrationnel, donc calculer les états vibrationnels de H2. Donc expérimentalement, cette valeur, elle va dépendre un petit peu des conditions expérimentales, notamment en fonction de la température. Donc là, ça va de moins 34 à moins 37, donc l'écart n'est pas très important entre ces deux valeurs, mais c'est quand même notable. Et donc pourquoi moins? Parce que la fréquence vibrationnelle de H2 dans la cage est plus basse que celle de H2 isolé. Et nos résultats, ils sont très peu sensibles au nombre de couches prises en compte, au nombre de molécules d'eau prises en compte, puisque ça varie de moins 40,2 à 41,9, donc 42. Donc un écart de 2 cm moins 1, c'est tout à fait raisonnable. Donc on surestime un petit peu le déplacement vibrationnel, mais c'est tout à fait raisonnable. Alors, par rapport au... et ça, c'est lié, le fait que ce soit bon, c'est lié à vraiment la qualité du potentiel. Par rapport aux calculs scindés qui sont mentionnés, notamment entre parenthèses ici, alors c'est des 5D parce que formellement, ça revient à faire 2 calculs à 5 dimensions, mais c'est en gros, c'est une façon, je vais dire, un peu astucieuse de faire ces calculs. Donc c'était une publication précédente où on va faire c'est comme si on avait une séparation de type Born-Oppenheimer, mais entre la vibration de H2, qui est beaucoup plus élevée, que les mouvements de translation-rotation. C'est comme dans la séparation Born-Oppenheimer, les électrons, entre guillemets, ils bougent plus vite que les noyaux, donc on va séparer le mouvement des deux. Et là, ce qu'on fait, c'est à peu près ça. Donc ça va revenir à faire 2 calculs à 5 dimensions qui vont nous permettre d'obtenir directement le shift vibrationnel. Ça permet, dans ce cas-là, de contourner la difficulté qu'on avait eue précédemment en CID, puisque on ne fait aucun calcul avec une densité d'état élevée autour de 4000 cm. On n'a pas cette information-là. On calcule directement le déplacement sans calculer la vibration de H2. Donc c'est une alternative. Il faut que ça s'y prête bien, il faut que l'interaction entre les deux molécules soit relativement faible pour pas trop perturber quand même la vibration de la molécule qu'on regarde. S'il y avait un shift vibrationnel beaucoup plus important, cette méthode n'aurait pas bien marché. Et si on regarde les valeurs qui ont été calculées, l'écart est de l'ordre de c'est moins de 1 cm moins 1, donc là c'est tout à fait raisonnable. Donc c'est la fin de cette interview. Donc on voulait vous remercier pour avoir accepté cette invitation et nous avoir présenté votre article. Et merci à vous, c'était très intéressant de faire cette interview. Voilà. Merci.